La mort dans les nuages, par Agatha Christie. Chapitre 1er. De Paris à Croydon. Le soleil de septembre dardait ses rayons encore chauds sur l'aérodrome du Bourget, au moment où les passagers traversaient le terrain et montaient dans l'avion de ligne le Prométhée, en partance pour Croydon. Jane Grey arriva une des dernières pour prendre sa place, le numéro 16. Déjà, plusieurs voyageurs avaient franchi la porte médiane et, passant devant la petite cuisine et les lavabos, s'étaient rendus dans le compartiment avant. Presque tout le monde se trouvait assis. De l'autre côté du couloir, les langues allaient bon train. Le timbre aigu d'une femme dominait les conversations. Jeanne pinça légèrement les lèvres. Elle ne connaissait que trop ce genre de voix. « Oh, ma chère, mais c'est inouï. Quelle rencontre! Comment, vous dites? Jean Lépin? Oh, naturellement. Toujours les mêmes têtes. Ah, le Pinet. Asseyons-nous l'une à côté de l'autre. Oh, c'est impossible. Qui? Ah oui, je comprends. » Puis on entendit une voix d'homme à l'accent étranger qui disait aimablement « Mais comment donc? Avec le plus grand plaisir, madame. » Du coin de l'œil, Jeanne observa le personnage qui venait de parler. C'était un petit homme d'âge mûr, aux énormes moustaches et au crâne oviforme. Pour céder sa place à l'une des deux dames, il déménageait ses bagages du siège retenu par lui et qui correspondait à celui de Jane, mais du côté opposé du couloir. Jane tourna légèrement la tête et aperçut les deux femmes dont la rencontre inopinée avait provoqué cet acte d'obligeance de la part de l'étranger. L'allusion faite du Pinet éveilla la curiosité de Jane, car elle aussi avait séjourné au Pinet. Elle reconnaissait parfaitement l'une des deux voyageuses. Elle se rappelait même l'avoir vue à la table du baccarat, crispant nerveusement ses mains fines, tandis que son visage maquillé, délicat comme une porcelaine de Saxe, rougissait et pâlissait tour à tour. Avec un petit effort, Jane aurait pu se souvenir de son nom. Une amie le lui avait dit en ajoutant « C'est une Péresse, mais pas de bonne couche. Elle chantait jadis dans les chœurs du music hall. » Un profond mépris avait percé dans la voix de l'amie en question. Maisie, une jeune masseuse diplômée spécialisée dans l'art de réduire l'embonpoint disgracieux des dames mûres et coquettes. Quant à l'autre femme, Jane estima qu'elle était une véritable lady, de noblesse campagnarde, sûrement habituée à la vie au grand air et au sport. Puis Jane détourna son attention de ces deux passagères et s'absorba dans la contemplation de l'aérodrome du Bourget, vu à travers la fenêtre. Divers appareils se trouvaient sur le terrain, l'un d'eux lui fit l'effet d'un monstrueux insecte métallique. Le seul point qu'elle s'obstinait à ne pas regarder était le siège en face d'elle, qu'un jeune homme occupait. Il portait un chandail de laine bleue pervenche, et son visage... Mais Jane était fermement résolue à ne pas lever les yeux sur son visage. Les mécaniciens crièrent des ordres en français. Le moteur se mit à rugir, se tut, puis rugit à nouveau. Les cales furent enlevées, et l'avion décolla. Jane retint son souffle. C'était seulement sa seconde traversée en avion, et elle ressentait encore quelques craintes. Elle songea. On dirait que l'avion va se jeter contre cette barrière. Non, il quitte le sol, il monte, vire, et le Bourget apparaît tout en bas. L'avion qui assure le service de jour entre le Bourget et Croydon s'envolait emportant 21 passagers, 10 dans le compartiment avant et 11 à l'arrière, plus 2 pilotes et 2 garçons de restaurant. Le vrombissement des moteurs était assourdi, et point n'était nécessaire de s'introduire du coton dans les oreilles. Toutefois, le vacarme suffisait à décourager toute velléité de conversation. Tandis que l'avion planait au-dessus de la France en direction de la Manche, les passagers eurent tout le loisir de se livrer à leurs réflexions. Jane Grey pensait « Non, je ne le regarderai pas. Cela vaudra bien mieux ainsi. Je tournerai les yeux vers la fenêtre et afin d'occuper mon esprit, je choisirai un sujet bien défini. Je commencerai tout à fait au début et l'épuiserai avant de passer à un autre. » Résolument, elle reporta sa pensée vers ce qu'elle considérait comme sa grande aventure, l'achat d'un billet du sweepstake irlandais. Bien sûr, elle avait fait là une dépense extravagante, mais aussi quelle source d'émotion.
Les rires et les plaisanteries avaient fusé dans le salon de coiffure où Jane et les 5 autres jeunes filles étaient employées. « Que ferais-tu si tu gagnais le gros lot ? » ?»« Oh, je ne suis pas embarrassé. Des projets, des châteaux en Espagne et des persiflages à n'en plus finir. » Jane n'avait pas gagné le gros lot, mais 100 livres sterling. 100 livres sterling ! Dépense-en la moitié, ma petite, et place le reste. Il est prudent de se réserver une poire pour la soif. Si j'étais toi, je me paierais un manteau de fourrure. Tu sais, de la vraie fourrure. Une croisière ne te tente pas ? Au mot de croisière, Jane avait hésité, mais en fin de compte, elle en revint à sa première idée. Une semaine au Pinet. Nombre de ses clientes étaient allées au Pinet ou en revenaient, tout en manipulant de ses doigts agiles les ondulations des dames du grand monde et en formulant les habituels clichés. « Voyons un peu, madame, combien de temps s'est-il passé depuis votre dernière permanente ? Vous avez une teinte de cheveux ravissante, madame. » Ou encore, « Les tailles étaient admirables, n'est-ce pas, madame ?» Jane pensait en elle-même. « Pourquoi diable ne puis-je, moi aussi, aller au Pinet ?» Ce coup de chance lui permettait d'y aller. La question toilette ne présenta pour elle aucune difficulté. Comme la plupart des jeunes employés dans les magasins élégants de Londres, Jane réalisait des miracles de coquetterie pour des sommes ridiculement minimes. Ses ongles, son maquillage et sa coiffure étaient sans défaut. Jane alla donc au Pinet. Était-ce possible que, de ces 10 jours passés au Pinet, un seul incident marquant se présentât à son souvenir ? Il avait eu lieu à la roulette. Jane s'était fixé chaque soir une certaine somme à risquer au jeu, bien résolue à ne jamais la dépasser. Contrairement à la croyance superstitieuse selon laquelle la chance favorise les débutants, Jane en était à sa 4e soirée et ne cessait de perdre. Elle attendait, tenant en main son dernier enjeu. Elle remarqua 2 chiffres sur lesquels personne ne plaçait rien, le 5 et le 6. Fallait-il jouer sur l'un d'eux ? Lequel ? Le 5 ? Le 6 ? Quel était le bon ? 5. Le 5 allait-il sortir ? La boule était lancée. Jane annonça le bras et elle misa sur le 6. Juste à temps. Jane et un autre joueur misèrent au même moment, elle sur le 6, lui sur le 5. Rien ne va plus, annonça le croupier. La balle tournoya avec son petit bruit sec, puis s'immobilisa. Le numéro 5, rouge, impair, manque. Jane en aurait pleuré de dépit. Le croupier ramassa les enjeux et paya les gagnants. L'homme en face de lui dit « Vous ne ramassez donc pas votre gain, mademoiselle ?»« Mon gain ? Oui, mais j'avais misé sur le 6. »« Pas du tout, c'est moi qui ai misé sur le 6 et vous sur le 5. » Il sourit d'un sourire très séduisant, dents blanches dans un visage très bronzé, yeux bleus, cheveux courts et crépus. À demi incrédule, Jane ramassa son gain. Ne rêvait-elle pas ? Tout s'embrouillait dans son esprit. Peut-être, après tout, avait-elle placé son argent sur le 5. Elle lança vers l'inconnu un regard hésitant, et il répondit par un nouveau sourire. « Je vous conseille de ne jamais laisser traîner votre argent sur la table de jeu, mademoiselle. Il se trouve toujours quelque aimable voisin pour vous le subtiliser. C'est un vieux truc. » Avec un léger salut de la tête, il s'éloigna. Jane avait apprécié cette discrétion. Eût-il adopté une attitude différente, elle eût pu soupçonner qu'il lui avait abandonné son gain en vue de lier connaissance avec elle. Mais il n'appartenait pas à cette catégorie d'individus. Il était chic, et dire qu'il se trouvait assis maintenant dans l'avion en face d'elle. À présent, le rêve était terminé, l'argent dépensé. Après 2 journées plutôt décevantes, passées à Paris, elle utilisait son billet de retour pour rentrer à Londres. Ensuite, halte là ! Jane mit un frein à ses pensées. À quoi bon songer à demain ? Pourquoi se créer des soucis et s'énerver pour rien ? Les 2 femmes assises l'une en face de l'autre à droite du couloir ne bavardaient plus. Jane tourna son regard vers elle. La femme au visage très maquillé poussa un cri en constatant qu'un de ses ongles était brisé. Elle sonna, le garçon en veste blanche apparut. « Veuillez m'envoyer ma femme de chambre, lui dit-elle. Elle se trouve dans l'autre compartiment. »« Bien, madame. » Très empressé, le garçon s'éclipsa et bientôt arriva une jeune personne brune, vêtue de noir, portant à la main une petite sacoche de cuir. Lady Horbury lui adressa la parole en français. « Madeleine, passez-moi mon sac en maroquin. »
La servante suivit le couloir et se dirigea vers l'extrémité du compartiment où s'entassaient des couvertures et des valises. La jeune fille revint avec un nécessaire de toilette de cuir noir. Cicely Horbury s'en saisit et renvoya la femme de chambre. « C'est bien, Madeleine, je le garderai avec moi. » La jeune Française s'en alla. Lady Horbury ouvrit la mallette magnifiquement garnie à l'intérieur et choisit une lime à ongles. Puis elle étudia longuement son visage dans un petit miroir et esquissa quelques retouches çà et là. Un nuage de poudre, un peu de rouge. Les lèvres de Jane Grey se plissèrent de mépris, puis son regard erra plus loin dans le compartiment. Derrière les deux femmes, elle reconnut le petit étranger qui avait galamment cédé la place à la châtelaine sportive. Emmitouflé dans un inutile cache-nez, il paraissait profondément endormi. Mais sous le regard scrutateur de Jane, il ouvrit les yeux, la dévisagea, puis abaissa les paupières. À côté de lui était assis un homme de haute taille, à la chevelure grise et au visage autoritaire. Il tenait ouvert sur ses genoux un étui à flûte et polissait l'instrument avec un soin amoureux. Jane lui trouva plutôt l'allure d'un médecin ou d'un homme de loi que celle d'un musicien. Derrière ces deux voyageurs, un couple de Français, le père et le fils, parlaient avec force geste. De son côté du compartiment, la vue de Jane était obstruée par l'homme au chandail bleu, que sans raison plausible, elle s'obstinait à ne pas vouloir regarder. « Est-ce idiot de ma part, pensa Jane, mécontente d'elle-même, ne dirait-on pas que je suis une gamine de 17 ans ?» En face d'elle, Norman Gale songeait. « Elle est jolie, vraiment jolie. Elle se souvient parfaitement de moi. Elle paraissait si déçue de perdre, j'aurais donné bien davantage pour contempler sa joie de gagner. Avouons que je m'y suis pris adroitement. Elle possède un sourire délicieux et des dents admirables. Tiens, voilà que je m'emballe. Du calme, petit. » Au garçon qui lui tendait le menu, il dit « Donnez-moi de la langue de bœuf. » La comtesse d'Horbury réfléchissait. « Que faire, mon Dieu ? Je ne vois qu'un seul moyen de me tirer du pétrin dans lequel je me suis fourré. Si seulement j'avais le cran nécessaire. Mais je n'oserais jamais. Je suis à bout de force. C'est l'effet de la coco. Pourquoi me suis-je laissé entraîner à ce vice ? Ma figure en lady, je deviens affreuse. La présence de cette chipie de Venetia Kerr me donne sur les nerfs. Elle me regarde avec mépris. Ah, elle aurait voulu épouser Stephen, mais elle ne l'a pas eu. Son profil chevalien m'exaspère, je déteste ces provinciales. Mon Dieu, que devenir ? Il faut absolument prendre une décision. La vieille vipère mettra sa menace à exécution. Elle chercha son étui à cigarette dans son sac et d'une main légèrement tremblante, piqua une cigarette dans le long tuyau. L'honorable Venetia Kerr pensait, une poule, voilà la femme qu'il a épousée. Je ne conteste pas son talent, mais ce n'est qu'une poule. Pauvre Stephen, si seulement il pouvait s'en débarrasser. Elle aussi chercha son étui à cigarette et accepta l'allumette que lui tendait Cicely Horbury. Le garçon de restaurant intervint. « Pardon, mesdames, il est défendu de fumer. »« Zut !» s'exclama Cicely Horbury. Monsieur Hercule Poirot songeait. « Elle est gentille, cette petite là-bas. Son menton indique une forte volonté, mais qu'est-ce qui peut bien la tracasser ? Pourquoi évite-t-elle de regarder l'élégant jeune homme assis en face d'elle ?» L'avion descendait légèrement. « Oh, mon estomac !» soupira Hercule Poirot. Puis il referma les yeux. À côté de lui, le docteur Byron tenait sa flûte dans sa main nerveuse. « Non, je ne puis encore prendre une décision, cela m'est simplement impossible. J'arrive à un tournant de ma carrière. » Il tira la flûte de son étui et la caressa avec amour. La musique vous fait oublier tous vos ennuis. Souriant à demi, il porta l'instrument à ses lèvres, puis le reglissa dans l'étui. Son voisin immédiat, le petit homme à moustache, dormait. À un certain moment, où l'aéroplane avait fait quelques embardées, il était devenu vert. Le docteur Bryant bénissait le ciel de ne se sentir malade ni dans un train, ni en bateau, ni dans les airs. Monsieur Dupont père s'enfonçait dans son siège et criait à Monsieur Dupont fils, assis à côté de lui. Cela ne fait aucun doute, ils se fourvoient tous, allemands, américains et anglais. Ils situent mal les différentes phases de la poterie préhistorique. Tiens, prenons le Samara. Jean Dupont, grand jeune homme avec un faux air de nonchalance, répondit. Il faut consulter les différentes sources, Tol Alaf et Sac-Jeugreuze. Et la discussion se poursuivit sur ce ton. Armand Dupont ouvrit une vieille mallette. Regarde un peu ces pipes kurdes,
telles qu'on les fabrique aujourd'hui. Leur décoration est presque identique à celle que l'on retrouve sur les poteries datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. Un geste éloquent de Dupont, fils, faillit renverser le plateau qu'un des garçons plaçait devant M. Dupont père. M. Clancy, auteur de romans policiers, se leva de son siège derrière Norman Gale et se dirigea d'un pas léger vers le fond du compartiment, tira de la poche de son imperméable un horaire Bradshaw et regagna sa place pour élaborer un alibi extrêmement compliqué qu'il destinait à l'un de ses récits. Derrière lui, M. Ryder pensait « Il faut à tout prix que je tienne le coup, mais voilà le hic. Où trouver le fric pour payer les prochains dividendes? Si nous laissons passer l'échéance, le poteau rose est découvert. Oh, quel tracas !» Norman Gale se leva et se rendit au lavabo. Dès qu'il eut disparu, Jane prit un miroir de poche et étudia ses traits attentivement. Elle aussi se mit de la poudre et du rouge aux lèvres. Un garçon lui apporta le café sur un plateau. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. En bas, la Manche, toute bleue, miroitait au soleil. Une guêpe bourdonna autour de la tête de M. Clancy au moment où il cherchait une correspondance avec le train de 19h55 à Zary Brod, et il la chassa distraitement du revers de sa main. L'insecte se réfugia vers les tasses de café des Dupont. Jean Dupont le tua d'un coup sec. Le calme régnait. Les conversations avaient cessé, mais les pensées poursuivaient leurs voies diverses. À l'extrémité du compartiment, dans le siège numéro 2, la tête de Madame Gisèle s'affaissa légèrement sur sa poitrine. On aurait pu croire la passagère endormie, mais elle ne dormait pas plus qu'elle ne parlait ou ne pensait. Madame Gisèle était morte.